Donc c'est les soldats, les cavaliers de la Corse, de la 11e Légion, si je me souviens bien, donc, qui vient de Belgique, et vous pouvez donc avoir l'illustration de 2 cavaliers romains. L'homme qui porte ces grandes bottines rouges avec ce manteau enroulé autour du corps, qu'on appelle une trabée, qui est l'ancêtre de la toge. Donc cet homme, c'est le roi étrusque qu'on appelle un loukoumon. Et puis vous pouvez voir devant aussi un couple, enfin plutôt 2 civils, une femme étrusque, reconstituée d'après les fresques funéraires. Vous voyez aussi au premier rang un homme qui porte une lance, en fait, sans pointe, mais avec des queues de cheval. On appelle ça un yuba, c'est une enseigne étrusque. Alors vous pouvez voir effectivement comment ces soldats se mettent en phalange. Vous pouvez voir effectivement un premier rang donc, qui forme un mur de bouclier, qui se chevauche légèrement, parce qu'on protège également l'homme qui était à ses côtés. Et puis donc les lances sont mises à l'horizontale. Et en fait, la bataille, c'était comme ça que ça se passait. C'était une confrontation de 2 murs, et c'était à celui qui repoussait l'autre. Vous allez voir une simulation de combat, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est assez compliqué avec ce type d'équipement. On n'a pas droit à l'erreur, les armes sont véritables. L'histoire est une succession de mensonges, puisque effectivement l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc l'histoire racontée par les vaincus, généralement, ne parvient pas. C'est comme ça, on avait présenté ce matin les Étrusques. Voilà, typiquement une civilisation qui a été brillante, qui a tout appris aux Romains, puisque Rome était sous la domination de rois étrusques, et puis toute la technologie, les rites religieux, tout ça, toute cette culture finalement est étrusque à la base. Et à la longue, les Latins, les Romains ont pris le dessus et ont annihilé cette culture dont il ne nous reste quasiment rien aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un drame de l'historien ou de l'archéologue, enfin, moins de l'archéologue qui arrive toujours à trouver des vestiges. Mais bon, et là on s'aperçoit par 2-3 découvertes que effectivement l'histoire qui aurait pu être racontée d'un même événement par les Étrusques et par les Romains est totalement différente. Notre motivation première, c'est de montrer au public une réalité le plus proche possible, évidemment, de cette réalité antique, mais par les gestes, par les costumes, par des attitudes, par un discours qui se veut cohérent et pédagogique. Donc les lances arrière étaient relevées, ce qui était aussi une parade contre les flèches qui pouvaient arriver d'en haut. Comme ça, elles percutaient les hampes et elles étaient moins meurtrières. Bon, voilà, normalement c'est ça, et on arrive jusqu'au choc, hein. Donc c'est un choc de boucliers. Les lances se plantent dans les boucliers ou dans les têtes ou dans les casques. Un grand nombre vole en éclats. Ensuite, on est pressé comme des sardines entre les rangs de soldats, parce qu'on a encore des rangées derrière qui poussent. Et donc l'idée, c'est évidemment, c'est de résister. Ici, vous avez tout l'espace plutôt médecine générale, sachant qu'ils étaient plus spécialement doués pour la chirurgie plutôt que de la médecine à proprement parler, puisque les médecins se formaient dans le cadre militaire ainsi que dans les écoles de gladiateurs. D'accord. Donc la trépanation se fait, comme je vous l'ai dit, avec différents types d'outils que l'on restitue sur cette planche. Le trépan rond que je viens de vous dire, hein, donc, dont la réplique ici correspond au modèle de Bingen, daté 2e siècle après Jésus-Christ. Là vous avez l'acier à trépanation. Et voilà, là vous avez une nappe plate qui est dentelée, qui permet donc de faire des traits, donc des orifices en forme de carré ou de rectangle. Après ils enlevaient le morceau. Pareil, vous avez le même instrument, même fonctionnalité, la lame plate dentelée. Ce sont 2 panoplies celtes, hein, donc celtes continentales. Alors là, nous avons une légion romaine de la République, vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui rentre sur le terrain. Vous avez 3 lignes de bataille. La première ligne, ce sont des gens qui sont jeunes, dans la force de l'âge, et qui sont capables donc de se battre en première ligne. Juste derrière, vous avez normalement une autre ligne, seconde ligne de bataille, qui vient remplacer la première quand celle-ci est fatiguée, qu'on appelle les astati. Littéralement, ça veut dire qu'ils portent la lance, mais à cette époque-là, ils ne la portent déjà plus. C'est la 3e ligne, celle des triarii,
donc les soldats qui se trouvent en bout de rangée, qui justement constituent donc cette réserve avec les hommes les plus expérimentés, les plus vieux, ceux qui ont fait beaucoup de campagne. Et c'est ceux qui attendent sur le champ de bataille, un genou en terre, la lance plantée en sol. Alors vous pouvez voir aussi au milieu de la colonne des hommes qui portent des boucliers ronds et des peaux de bêtes sur leur casque. Ce sont des vélites. Les vélites, ce sont les porteurs de javelots qui engagent le combat en jetant des javelines. Voilà, la première bataille s'engage et ce sont donc les vélites de part et d'autre, les Gaulois et les Romains qui vont escarmoucher avec ces lancers de javelines. Alors ce type d'affrontement peut durer 1 heure ou 2. Alors, il faut Alors ensuite vous avez une légion qui est peut-être un petit peu plus attendue, c'est la légion du Haut Empire romain. Je vous ai parlé de la République, elle laisse la place à une autre période qu'on appelle l'Empire, avec l'instauration d'un nouveau régime, après les fameuses guerres civiles dont je parlais tout à l'heure, où un homme qui s'appelait Octave, qui était le neveu et l'héritier de César, prend le pouvoir contre son rival Marc-Antoine, et donc instaure ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire, et qui à l'époque s'appelait le Principat, donc Princeps, encore une fois le premier des citoyens. Pour les armes offensives, tout d'abord il y a le pilum. Donc voilà, un pilum, c'est à peu près 1,90 m, 2 m, dont 60 cm de ferraille. Une fois que cette partie-là est passée, il n'y a rien qui la retient si ce n'est le début de la hampe en bois. Donc, une fois que l'ennemi a ça qui est planté dans le bouclier, ça traîne par terre. Donc l'ennemi va avoir tendance, pour faciliter ses mouvements, à lancer le bouclier. Donc il va devoir se découvrir encore plus pour pouvoir arriver face aux Romains. Et quand il va arriver face aux Romains, les Romains auront tous dégainé le gladius. Donc les légionnaires le portent côté droit. Les centurions, lui, côté gauche. C'est dans les grades. À sa droite, à la main droite, il préférera aussi avoir le sceptre de vigne qui est vraiment emblématique de son rang. Et donc en position de combat, il faut imaginer plusieurs centaines de soldats en position de combat. Et quand l'ennemi va arriver, nous, on n'aura qu'à faire glisser la lame sur le côté et provoquer un coup mortel. Alors imaginez que les hommes qui tombent entre les troupes romaines et gauloises n'ont quasiment aucune chance de survivre. Parce que tout le reste de la bataille va se passer quasiment sur leur corps. On a des textes qui indiquent que justement les protagonistes sont obligés d'escalader des monceaux de cadavres pour pouvoir avancer et combattre. Alors là, nous changeons radicalement d'époque pour nous transposer à la fin de l'Empire romain. C'est une période qui, après une crise assez sévère au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc donne naissance finalement à une nouvelle Rome, une nouvelle armée romaine surtout. Il y a eu des réformes militaires inaugurées par un empereur qui s'appelait Dioclétien, qui a fait radicalement changer le profil de ces armées romaines. Donc la première, c'est une légion palatine. Une légion palatine, c'est-à-dire que ce sont les soldats d'élite de l'armée romaine. Les techniques de guerre ont radicalement changé. Les épées sont devenues plus longues. Elles sont portées sur l'autre flanc. Les javelots ont disparu pour laisser la place à des lances. Et vous voyez des casques d'inspiration orientale qui sont maintenant adoptés en grand nombre dans l'armée romaine. Si on donne un coup d'épée en fer, ça passe pas. C'est fait exprès. Ouais. Est-ce qu'avec une épée comme ça passe? Non. Pourquoi? Bah c'est fait exprès. Il faut combien de coups? Et si avec une épée en fer, est-ce que ça casse avec une épée en fer? Non, ça casse pas. Une lance? S'équiper jamais seul en fait. Il y a toujours besoin de quelqu'un pour s'équiper.
Donc il y avait peu de personnes qui achetaient du matériel. L'achat de matériel était, on va dire, réservé à une caste de la société riche, très aisée. Principalement, les équipements étaient légués de père en fils. Ça, c'était une des premières causes, une des premières raisons pour lesquelles il y avait des équipements militaires chez les personnes. La deuxième aussi, c'était que lors des batailles, si on arrivait à survivre aux batailles en question, tout simplement, pendant la bataille, on venait, tiens, il y en a un qui est là, je récupère une épée, je me fais mon petit stock derrière, et là, je reviendrai plus tard, et voilà, si je survis. Mais beaucoup d'équipements étaient récupérés sur le champ de bataille. Ensuite, pour encore mieux se protéger, vous avez le scoutum, donc le bouclier. Pareil, le bouclier va beaucoup évoluer en l'espace de 2 siècles. À l'époque de César, au moment de la guerre des Gaules, le bouclier est un petit peu plus étroit, mais beaucoup plus haut. Donc, c'est-à-dire que quand on le tient, on est vraiment protégé des yeux jusqu'aux pieds. À l'époque augustéenne, on garde à peu près la même forme de tuile, ovale, mais le bouclier se raccourcit un petit peu. Sûrement pour des raisons de manœuvrabilité. Sur certaines manœuvres, quand vous devez faire la tortue, c'est quand il y a un bouclier qui fait 1,20 m de long, c'est tout de suite un petit peu plus délicat à manœuvrer. Donc là, il y a ce bouclier-là qui est typique de l'époque augustéenne. Ensuite, au milieu du 1er siècle, vont apparaître des boucliers rectangulaires. Toujours sur le même principe de la tuile, qui permet vraiment de protéger la majeure partie du corps. Donc en position de combat, on sera vraiment ramassé comme ça, et ça va laisser très peu finalement de passage pour les armes. En plus, donc, il y a le casque qui permet de faire vraiment une protection. C'est fait à la main, ça. Ça, c'est fait à la main. Les anneaux sont fabriqués industriellement, en fait, ils sont fabriqués à l'emporte-pièce, mais après l'assemblage est fait à la main. Alors, combien de temps il fallait pour commencer à monter une courte de maille? C'est un travail de fou. Il y a 83 anneaux là. Ça m'a mis 10 heures. Bon, j'ai des gros doigts, je suis débutant, mais quand même, pour fabriquer une crotte de maille entière, j'ai vu une histoire de quelqu'un qui commençait et qui termine en disant 900 heures pour fabriquer une crotte de maille, en commençant avec des fils de fer. Sous cette cotte de maille, on peut porter ce qu'on appelle la subarmalice. La subarmalice, c'est une surtunique en cuir. Donc il peut être en cuir ou en tissu, et qui va aider à protéger un petit peu plus le corps. Il y a aussi ces lanières, les ptéruges, qui vont aussi aider à protéger les bras et un petit peu le haut des jambes. Alors on peut dire que les Romains avaient une économie qui était basée exclusivement sur le militaire, et une bonne partie des objets qu'ils achetaient étaient des commandes qu'ils passaient à l'étranger. Par exemple, la cotte de maille est une invention celte, donc à l'époque de la guerre des Gaules, les Romains étaient équipés de cottes de maille qui avaient été construites, commandées et achetées auparavant en Gaule. Les glaives étaient celtes, le casque est inspiré du casque porte qui était un casque celte également, gaulois. L'armure à bande, la segmentata, était également une armure celte qui sont fait construire à l'étranger. Donc longtemps avant la guerre des Gaules, on était habitué à voir monter des colonnes de légionnaires romains qui rentraient par exemple jusqu'en Auvergne, chez les Arvernes, acheter de la charcuterie avant de partir en campagne, qui venaient également acheter, c'est là qu'ils ont découvert les tonneaux pour mettre leur vin et tout un tas de choses comme ça. Donc leur économie était vraiment basée sur le militaire. Ils allaient acheter, commander à l'extérieur des pièces en fonction de ce qu'ils avaient pu voir au cours de leur voyage, de façon à être équipés correctement. On peut très bien marcher, on marche très bien avec. Les soldats romains faisaient des marches de 30 km par jour avec 20 kg sur le dos, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, chaussures du militaire, Caligae. Et l'année prochaine, on va construire un camp de marche, mais comme il le faisait, vous savez, parce qu'on a des outils là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a racheté les outils des Romains, ils faisaient des mottes de gazon. Parce que les gars, donc ils marchaient leurs 30 bornes, ils faisaient le fossé, vous voyez, avec un brise-cheville au fond, ils faisaient le fossé 80 cm de profond, 1,20 m de large, ils rabattaient la terre, et ils montaient un mur en mode de gazon 80-90 cm de haut,
on le maintient comme ça. Donc ils avaient des outils pour couper les mottes de gazon. La terre, on va la rejeter pour former un talus qu'on appelle la guerre. Et c'est sur la guerre qu'on va faire le vallum, la palissade, avec les valises. C'est ce que l'on voit là-bas. Alors pour ça, on utilise différents outils. Alors, on va avoir donc, des légionnaires qui vont porter ce qu'on appelle l'oiseau. Alors, je vais enlever mon chapeau. Hop. L'oiseau, c'est quoi? C'est ça. On le porte sur le dos, on charge les mottes et on monte au fossé pour le monter. Une fois qu'on a enlevé les premières, la couche végétale, on creuse un fossé qui fait un 1,20 m à 1,50 m de profondeur. Donc quand on arrive ici, il n'y a pas de souci. Quand il faut commencer à acheter, ça commence à poser un problème. Pour ça, on a des paniers. Donc du coup, on remplit le panier au fond de la tranchée et des copains le sortent et tout ça, c'est jeté sur la guerre. Donc une fois que la guerre est faite, on va planter les valises, donc pour faire le vallum. Et ensuite, on va pouvoir rentrer à l'intérieur du camp pour construire les toiles de tente. Chaque tente, c'est ce qu'on appelle un contubernium. C'est l'unité de base d'une légion. 8 hommes dorment là-dedans. 8 hommes. Pour vous donner une idée, la grande tente à côté, c'est une tente de centurion. Lui, il est seul, voire accompagné d'un valet d'armes, mais il va être seul dans cette tente. Elle est plus grande. Pourquoi? Parce qu'il va garder en permanence, quand il tient un conseil de guerre, il va garder en permanence sa crête latérale, insigne de son rang. Donc quand il tient conseil, il est debout dans sa tente. Voilà pourquoi elle est plus grande. Et donc, pour ce qui est du contubernium, chaque contubernium va avoir de quoi faire sa propre popote. En fait, c'est vraiment des petites unités qui sont à peu près en autarcie par rapport au reste du groupe. Et donc, il y aura des pactages spécifiques, donc comme des gamelles comme celle-ci, des patères qui nous servent aussi à boire ou à manger. Ça, c'est vraiment la patère, c'est vraiment individuel. C'est vraiment l'assiette personnelle. Ça va nous servir pour faire bouillir les lentilles, enfin préparer le repas du légionnaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans un pactage de légionnaire? Donc, le pactage du légionnaire, c'est ceci. Là-dessus, on va avoir le petit sac pour mettre le pain. On peut aussi avoir un petit sac pour mettre du grain, pour faire après son propre pain. Le sac, la besace, dedans on va trouver une paire de chaussures de rechange généralement. Voilà. On va trouver aussi peut-être une petite couverture, des vêtements un petit peu plus chauds pour les tours de garde la nuit. Surtout avec le temps qui nous arrive dessus là, il faudra mieux avoir un petit manteau par-dessus. Ensuite on peut aussi trouver des jeux, même si les jeux ne sont pas spécialement autorisés dans la Légion. On va aussi trouver, normalement il y a aussi des petits miroirs, mais des rasoirs. Ça, normalement, au niveau de la discipline, réglementairement, c'est toujours bien rasé, mais bon. Nous sommes une légion gallo-romaine. Donc nous sommes des Gaulois dans la Légion romaine, donc il y a un petit peu de laisser-aller, c'est le flegme français, on dira.